à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 5 du podcast Génération Désenchantée. Et aujourd'hui, je suis avec Ancoli et Tadé. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Très bien. Donc du coup, je vais vous laisser d'abord vous présenter un petit peu, dire à peu près où vous habitez, vos passions, tout ça. Qui peut commencer? Ok. Alors bonjour, moi je m'appelle Ancoli, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année donc à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. Je fais partie de l'association femmes donc féministes de l'IEP comme notre chère Célia, et de l'association SGELBT, donc l'association queer de l'IEP. Je pense que c'est déjà une bonne présentation. Moi, je m'appelle Tadé Lajoux, deuxième année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je fais aussi partie de l'association SELGBT et j'habite dans le 12e arrondissement à Paris. Et je suis aussi au conservatoire à Paris d'arrondissement du 11e en théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. Et du coup, je fais ça à côté de mes cours. Et voilà. On passe donc aux petites questions. Donc, première question, quel est le film que vous aimez regarder pendant les périodes de fin d'année ? C'est une bonne question. Moi, je pense que je me tournerais un peu vers les films un peu clichés, un peu d'amour. Dernièrement, j'ai très envie de regarder Love Actually. Oui. Vraiment un classique, mais je dois le voir depuis super longtemps. J'aime trop ce film. Je connais pas du tout. Tu connais pas ? C'est un classique. Faut le voir. Moi, je suis pas très cinéphile, mais j'aime beaucoup les comédies musicales. Okay. Du coup, La La Land, Les Demoiselles de Rochefort, un classique, quelque chose du genre, toujours pour être dans la bonne humeur et la joie. Ok, alors deuxième question. Alors imaginons que vous pourriez donner une nouvelle devise à la France. Est-ce que vous la changeriez et du coup, qu'est-ce que vous diriez ? Déjà, fraternité, on peut mettre Adelphité. Oui, déjà, soyons inclusifs. Mais en soi, on a une belle devise. C'est juste qu'elle n'est pas appliquée correctement. Donc on se met en liberté, égalité, Adelphité. Moi, je pense que peut-être liberté, équité, Adelphité. Ouais, je suis assez d'accord, dans le sens que après ça reste... c'est un peu compliqué la question, dans le sens que ça reste très diplomatique. C'est très symbolique. Voilà, c'est ça. Du coup, pour au moins changer, on a Adelphité. Ensuite, quel est votre plus grand rêve ou un grand rêve que vous aimeriez réaliser ? On est encore assez jeune, du coup c'est compliqué de savoir ce qu'on a envie de faire, ce qui est possible et comment se donner les moyens. Sinon, j'aimerais pas forcément devenir un grand acteur, mais en tout cas travailler avec des personnes avec la même passion commune, où on aime tous ce qu'on fait, où on se donne à fond juste pour partager, pour exprimer, pour avoir des idées et tous s'entraider sur des projets. Donc moi, en l'occurrence, beaucoup plus artistiques. Et pouvoir faire ça de ma vie et pouvoir me plaire avec et rencontrer continuellement plein de personnes. C'est ça qui pourrait vraiment m'épanouir, je pense, mais pas forcément quelque chose de plus complexe. Okay. Moi, je pense que ce serait un peu dans la même vibe. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir un rêve précis. Oui, bien sûr. Mais je pense que ce serait la même chose. Ce serait réussir à avoir une vie où j'ai un travail qui me satisfait, dans lequel je m'épanouis, dans lequel je me sens utile. En fait, je pense que mon rêve, c'est de réussir à avoir un équilibre sain entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, être bien, être entourée, être bien dans mon appart, tout bêtement, et me sentir utile dans mon travail. Ouais. Du coup, vous parliez un petit peu de métier, donc j'arrive à la question. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petite ? Oh, waouh. Moi, je voulais faire youtubeur. La génération Z, genre. Et j'étais un iPad Kid. Je regardais beaucoup Cyprien, Squeezie, tout ça et tout. Norman. Cancel. Et ouais, c'est ça qui me donnait envie, mais juste parce qu'il était drôle et tout. Bon, après, t'es petit, mais sinon, j'avais pas de grand rêve. Métier qu'on découvre. Handballeur aussi. Ok. Mais bon, j'étais vraiment petit. Moi, je pense qu'en fait, je crois que j'ai changé d'avis 1000 fois. J'ai voulu être, à un moment donné, maîtresse juste pour pouvoir écrire à la craie sur le tableau. Je crois que j'ai voulu être présidente, journaliste, chanteuse, danseuse, faire partie d'une comédie musicale. Vraiment, je crois que j'ai approximativement tout imaginé, genre. Et donc, du coup, dernière question auquel tout le monde a le droit. Pourquoi vous avez choisi Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour vos études ? Sciences Po, déjà, à la base, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et ma mère est tout de suite venue avec, tiens, il y a un truc ça s'appelle Sciences Po, ça existe. Et c'est hyper pluridisciplinaire. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers Sciences Po, parce que c'était hyper pluridisciplinaire, que ça permet d'aller partout. Et c'est hyper attirant le truc de se dire, maintenant que quand tu auras sur ton CV diplôme de Sciences Po, globalement, toutes les portes te sont ouvertes, quoi.
Et après, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, bon, évidemment, c'était dans ce que j'ai été acceptée. J'étais acceptée à Saint-Germain-en-Laye et à Toulouse. Et je pense que Saint-Germain-en-Laye, j'y suis allée pour la proximité avec Paris et pour le master de politique de coopération internationale. Voilà. Tu avais déjà regardé. Oui, et donc d'où mon envie de faire la coop en 3e année. Je suis très intéressée par le domaine des ONG. Moi, c'est venu assez tard. C'était durant l'été avant ma terminale. J'ai passé un lycée au bac un peu plus scientifique et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'arrivais à me débrouiller, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et moi, j'ai connu Sciences Po grâce à Marie Saint-Filtre, qui est très controversée. Et même moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais dans le sens de comédienne, c'est un personnage très, très caricatural et très prononcé. Ça m'a beaucoup inspiré dans le sens que j'ai commencé le théâtre par elle et l'idée de Sciences Po m'est venue par elle. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai tenté les concours. Puis j'ai choisi Saint-Germain-en-Laye notamment pour des raisons familiales et aussi pour la proximité avec Paris parce que je me suis dit aussi les opportunités allaient être plus grandes parce que du coup les profs allaient pas venir forcément que de Saint-Germain-en-Laye mais de Paris. Et au final, très content de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bah, parfait, on a fait toutes les questions. On va donc passer au débat Cœur du sujet. On va commencer par un débat sur donc, les quotas de représentation. Comme vous savez peut-être, depuis 2011, il y a la loi Copé-Zimmermann qui existe pour imposer un quota minimal de 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Donc ce type de loi, je pense qu'il témoigne d'une avancée, d'une place progressive qu'on laisse à une forme de discrimination positive. Mais par contre, au nom de la lutte contre ces mêmes discriminations et de l'universalisme, on se refuse en France et dans de nombreux autres pays européens à faire de la discrimination positive pour les personnes LGBT+. On voit qu'il y a des efforts significatifs qui sont quand même faits par certaines organisations, certaines entreprises et aussi parfois dans certaines productions de films pour laisser une place plus importante, mais ça reste encore très faible et souvent sur des représentations plutôt simplistes. Du coup, il y a différents arguments qui s'opposent. Il y a les quotas qui permettraient de briser une forme de plafond de verre qui existe dans ces minorités et aussi de favoriser la performance. Mais il y en a aussi qui disent que ça peut donner le sentiment d'être promu sur des caractéristiques sociales en fait. Donc du coup, en première question, un peu pour introduire le débat, est-ce que vous pensez que mettre des quotas, donc notamment dans les films par exemple, c'est une autre forme de discrimination, voire de stigmatisation ? Pour moi, je pense que in fine, si on prend une perspective globale, je pense pas que ce soit négatif. Parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur certaines minorités, que ce soit les personnes queer, les personnes racisées, les personnes handicapées, etc. Et c'est très important pour la communauté de l'extérieur qui voit. Et par exemple, je sais pas, voir plus d'ingénieurs queer, ça peut donner une image, par exemple, aux jeunes enfants queer. Je peux me projeter là-dedans, quoi. Donc ça, je pense que c'est très important sur la représentation et sur l'impact que ça peut avoir sur les jeunes générations. Mais je pense que je comprends qu'à l'échelle individuelle, ça peut être difficile à vivre, parce que déjà que ces personnes, ces communautés-là, sont souvent sujets au syndrome de l'imposteurice. Donc ça peut vachement renforcer ce syndrome-là et de se dire j'ai été choisie parce que je suis lesbienne et pas parce que j'ai un diplôme en ingénierie, quoi. Donc au niveau individuel, oui, je pense que ça peut avoir des effets négatifs, mais je vois plus les effets positifs au niveau global. Ouais, tout à fait. C'est assez complexe parce que ça dépend aussi des domaines et des secteurs. Après, pour le syndrome de l'imposteurice, je pense que ça a plus d'effets bénéfiques que négatif, et dans le sens que justement cette représentation, peut-être que la personne qui du coup se voit accorder le poste par le privilège du quota, elle va pas se sentir forcément légitime, mais je pense que si tu fais une introspection et tu sais tout ce que tu as vécu des discriminations qui t'ont fait un chemin plus dur et que du coup tu peux réussir parce que c'est totalement légitime à penser que tu as ta place ici.
Et il y a aussi quelque chose, tu avais parlé du cinéma, c'est très intéressant aussi parce que pour pouvoir jouer un rôle d'une personne queer, je dis pas que c'est forcément nécessaire parce que par exemple pour des projets étudiants, t'es pas obligé, enfin si tu trouves pas de personne homosexuelle pour jouer quelqu'un d'homosexuel, t'es pas obligé parce que ça a une portée politique. Mais pour les grands films, et par exemple Euphoria, c'était assez nouveau ça, le fait qu'ils ont... comment elle s'appelle l'actrice déjà Hunter Schafer. Hunter Schafer. Ça a mis ces thématiques sur le devant de la scène et aussi la question de genre pourquoi une personne cisgenre ou hétéro saurait mieux jouer un personnage transgenre ou homosexuel ou queer alors qu'elle n'a jamais vécu ça, puis c'est toute une vie. Enfin, genre dans le sens tu ne peux pas... Enfin, peut-être que là c'est un peu... C'est un gros raccourci, mais c'est comme si un homme jouait une femme sur quelque chose qui joue des violences, la peur de sortir dans la rue et tout. Il pourra jamais vraiment totalement comprendre. Bah justement, du coup, exactement sur ce que tu viens de dire, il y a pas mal du coup d'associations qui dénoncent un peu le fait de queer baiting. Je sais pas si vous connaissiez, c'est un terme que j'ai appris en faisant des recherches. C'est l'idée que c'est un peu une pratique marketing qui consiste à tenter de s'attirer un peu tout le public queer en reprenant les codes, alors que du coup les acteurs ne le sont pas forcément. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un besoin que tous ces rôles de personnes queer soient du coup incarnés par des personnes queer aussi à l'écran, et qu'il faut du coup que même après ensuite dans leur vie privée, elles continuent un petit peu de le revendiquer, ou non, il faut qu'elles séparent un peu leur vie professionnelle et leur vie privée. Déjà, moi, il y a un point sur lequel je pense que la réponse est oui, c'est pour les personnes transgenres notamment, parce que ce sont des parcours très particuliers, des personnes qui ont vécu des expériences particulières, et je pense que, même pour un acteur ou une actrice, ce serait très compliqué de se mettre dans la peau d'une personne transgenre sans comprendre l'entièreté de son parcours, etc. Et je pense que ce serait trop... il y aurait trop un risque de clichés, de représentation, que ce soit au niveau du physique, du comportement ou quoi que ce soit. Donc travailler avec des personnes transgenres sur des rôles transgenres, je pense que c'est essentiel. Après, pour les autres rôles, pour une personne gay, bisexuelle, pansexuelle, etc., je trouve que c'est moins obligatoire. Par exemple, il y a Tom Holland qui a joué dans une série dernièrement, et il y a une scène donc de sexe homosexuel, et il a été ultra insulté sur cette scène-là. Il y a eu énormément d'homophobie là-dessus, alors que Tom Holland n'est pas du tout un acteur out, je crois qu'il est hétéro, enfin bref, voilà. Et du coup, ça a vraiment créé tout un débat. Les défenseurs de Tom Holland étaient un peu en mode, c'est son job d'acteur. Oui, c'est ça. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu, le fait c'est ton rôle d'être un acteur, c'est ton rôle de te mettre dans la peau de quelqu'un et de changer de personnalité pour le personnage que tu joues. Mais dans notre société actuelle, dans la situation actuelle avec l'homophobie qui est toujours omniprésente et tous les stéréotypes, les préjugés, etc., c'est vrai que ça peut être important de caster des acteurs ou des actrices qui soient de l'orientation sexuelle du personnage. Et donc du coup, pour rester sur le sujet des représentations, donc on parlait d'acteurs physiques, mais on peut aussi parler des personnages plus fictifs qui sont créés. Donc notamment parler de Disney, qui est ce qui crée le plus, je pense, d'imaginaire chez les enfants. Avant, ils transmettaient des imaginaires très hétéronormés, très stéréotypés aux enfants. Et aujourd'hui, maintenant, ils s'affirment beaucoup plus avec une volonté de plus représenter les personnes queer dans leurs films. Mais en même temps, il y a eu différents scandales, comme notamment le fait qu'ils aient financé la campagne pour la loi Don't Say Gay, qui était en Floride, pour interdire l'enseignement des sujets liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre de la maternelle au lycée. Forcément, certaines associations ont un peu dénoncé ce double jeu. Donc voilà, sans faire le procès de Disney parce que ça va être un petit peu difficile, que vous pensez que du coup les dessins animés en général ont aussi un rôle à jouer étant donné qu'ils s'adressent aux enfants, donc carrément. Totalement. J'imagine que Après, c'est quel rôle du coup ? Je pense que le rôle c'est de normaliser la variété d'identités sexuelles possible et inimaginable, que ce soit plus représenté comme une minorité ou une exceptionnalité, et que par exemple, typiquement, si par exemple on a une personne transgenre dans un dessin animé, que cette personne ne soit pas définie par son identité transgenre. Et du coup, je pense que les dessins animés, les BD, les livres ont un grand rôle là-dessus, de normaliser tout ça, de normaliser les couples de maman, les couples de papa, les personnages non binaires, que ça devienne logique dans la tête des enfants, et qui se posent plus de questions. Après, les enfants se posent rarement de questions quand ils ont 3 ans.
C'est après qu'on construit leurs imaginaires, mais si on commence là-dessus, je pense que ça peut avoir un impact très positif sur les futures générations. Enfin, c'est important quand tu représentes des personnes queer que au moins leur identité ne soit pas évidemment l'idée principale de leur personnage, mais qu'au moins leur identité soit représentée par les difficultés qu'elle vit, parce que aucune personne queer n'a jamais vécu de stigmatisation dans sa vie, et c'est justement cette représentation qui va aider les enfants et toute la minorité. Mais évidemment, en fait, faut pas tomber dans le piège faut trouver un équilibre entre juste prendre un personne queer, dire qu'il est queer, et que du coup, qu'il soit queer ou non, ça ne change rien. On remplit, on coche la case. C'est ça, exactement. Et aussi de pas tomber sur que ça soit sa seule identité, sa seule représentation et le seul but du personnage. Bien sûr. Et limite, normaliser comme ça à ce point, si les enfants grandissent avec ce genre de représentation, si un jour ils font face à une situation d'homophobie, ça va leur paraître anormal. Enfin, peut-être qu'ils sont plus enclins à se dresser contre ça, à défendre la personne, ou alors à se défendre eux-mêmes s'ils en sont victimes, et à se rendre compte que c'est pas normal. Ouais, parce qu'ils ont eu un modèle, en fait. Oui, c'est ça. Après, je me dis peut-être que pour du coup les dessins animés ou les œuvres pour les enfants, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de représentation de la stigmatisation des personnes queer, et que juste des personnes queer. Ça reste pour enfants. On manque de représentation, et du coup, pour savoir quelle serait la bonne façon de représenter ces personnages dans les œuvres pour enfants, c'est assez compliqué. De mettre en avant le travail d'artistes queer qui savent de quoi on parle, donner la parole aux personnes queer, que si c'est une personne hétéro, qu'elle aille demander son avis à des personnes concernées. Mettre en avant les expériences queer et leur donner leur place, quoi. Donc du coup, pour cette idée d'avoir des équipes, donc que ce soit parmi les acteurs, mais aussi dans l'écriture et les équipes de tournage qui soient donc plus inclusifs, il y a un peu une disposition d'un contrat, le Inclusion Rider. Et donc du coup, c'est une disposition qui est soit dans le contrat de l'acteur ou du cinéaste, et qui prévoit qu'il y ait un certain niveau de diversité dans le personnel de casting et la production, et qui soit du coup représentatif de la population, donc de là où ça se passe le tournage. Donc par exemple, si on prend l'exemple des États-Unis, il faudrait 50% de femmes, logique. 40% de minorités ethniques, 20% de personnes handicapées et 5% de personnes queer. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être valorisé dans ces films-là? On devrait beaucoup le mettre en avant sans le rendre forcément obligatoire, ou justement au contraire le rendre obligatoire par souci de représentativité? Ou est-ce que c'est quand même une mesure un peu trop artificielle et pas très pertinente? Enfin, comment vous positionnez En fait, je pense que là, dans notre période actuelle, on est vraiment dans une période de transition et de déconstruction assez brutale, ça je peux l'entendre, de tout ce qu'on sait, toutes nos représentations qui justement étaient construites par des années d'hommes blancs, cis, hétéros, voilà, disons les termes, et que du coup là en fait on a besoin d'une période de transition qui peut-être peut être vue un peu radicale et un peu violente, mais qui fera son taf et qui après sera plus nécessaire. Après, c'est mon avis actuel des choses avec mon expérience militante. Pour moi, je pense que ce serait utile de rendre ce genre de loi obligatoire pour un certain laps de temps. Parce que je trouve que, justement, au début, évidemment, ça va râler parce que rendre obligatoire quelque chose, on va le voir comme une entrave à la liberté. Mais au bout d'un moment, ça va devenir logique, en fait. Ouais, parce que plus les personnes seront obligées d'embaucher tel pourcentage, pour moi, ça me semble logique qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, ces personnes apportent quelque chose de vachement bien, en fait. Et peut-être que les personnes issues de ces minorités-là auront plus de facilité, auront moins peur de se présenter à des entretiens d'embauche comme ça, parce que pour l'instant, si on met pas ce genre de loi, on le voit dans les faits. C'est hyper discriminatoire à l'embauche, notamment pour les minorités visibles, on va dire, par exemple, raciales, handicapées, etc. Enfin, on parle de handicap visible. Pour moi, je pense que oui, ce serait intéressant de les rendre obligatoires sur un certain laps de temps. Ça se normalise. Voilà. L'idée principale, l'objectif, c'est quand même d'atteindre un certain naturel et que ça, ce soit une norme. Mais du coup, je dirais quand même, premièrement, que pour mettre ça concrètement en place en termes de légalité,
ça peut être très compliqué parce qu'il y a beaucoup trop d'acteurs politiques qui vont aller à l'encontre et ça peut prendre énormément de temps. Et aussi, il y a aussi une autre problématique qui est aussi, du coup, pour faire des projets en non-mixité, où du coup, il faudra peut-être respecter la loi et du coup, que les acteurs vont prendre cet argument comme contre-argument pour empêcher ces projets de se réaliser. Mais c'est sûr qu'il faut atteindre ce quota pour au moins une norme, enfin, juste pour que ça soit naturel. Pour moi, le chemin principal, c'est quand même l'éducation, parce que c'est du coup comment les personnes se construisent, c'est toutes les représentations. Et du coup, je pense que... En amont, ça se joue, Ouais. Et évidemment, c'est bien de mettre des trucs en place et tout, mais je pense que le jour où ça va vraiment changer, et ça va prendre du temps, c'est quand ça va rentrer dans l'éducation et que les enfants vont pas grandir avec des idées, des stéréotypes malhonnêtes et stigmatisantes, et que ce ne se fasse pas des adultes qui sont fermés d'esprit. Mais là, du coup, je suis totalement d'accord avec toi sur le côté de l'éducation, c'est fondamental parce que du coup, après, ça deviendra totalement naturel. Sauf que du coup, ça va demander un certain laps de temps qui est assez considérable. Oui, mais tout comme la transition. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les nous qui sommes adultes, les personnes actuelles. dont l'éducation a été terminée, on peut pas les condamner à finir leur vie dans une société qui se focus que sur l'éducation et du coup qui les laisse de côté. Pour moi, il y a un équilibre à avoir parce que ce serait inhumain de les laisser devant toute cette discrimination sans rien faire en disant mais vous inquiétez pas, dans 3 générations ce sera réglé. Bah évidemment, mais c'est quand même notre cas et nous on se bat justement pour ça. Après... Mais l'important c'est de faire les deux. Oui, moi je me battrais, mais je sais que pour que soit un instrument d'un changement plus global. Ah oui, bien sûr. On peut pas viser que sur l'éducation. Non, c'est bien de changer d'aller à chaque échelle. C'est vrai que bien sûr. nous, je pense dans une optique où les choses s'améliorent et je pense que globalement, oui. On est vachement et puis on est vachement dans un autre soi. Il y a ça, mais il y a aussi des reculs. Enfin là, je citais la loi en Floride qui est un recul énorme pour ces droits-là. Il y a pas mal d'autres pays où ça recule aussi beaucoup sur les droits queer aussi. Donc c'est vrai que peut-être imposer quelque chose, et peut-être même par l'incitation finalement. C'est hyper important parce que vraiment, comme tu le dis, il y a énormément de recul en ce moment, et surtout pour les personnes transgenres. Il y a beaucoup de pays qui font des grands pas en arrière sur les législations en faveur des personnes transgenres pour leur faciliter leur transition et tout ce qui les accompagnerait. Et ça, c'est très très dangereux parce que c'est une question de santé publique. Et ça, je trouve on ne prend pas assez en compte et c'est aussi pour ça que je trouve ça hyper important que la communauté queer se mobilise pour porter la question trans au sujet du jour, quoi. Parce que même si les autres communautés, qu'elles soient homosexuelles, lesbiennes, bi, pan, non-binaires, etc., ont subi quand même des discriminations, etc., mais les personnes transgenres encore plus. Et c'est encore plus grave parce qu'on fait atteinte à leur identité, à leur vie, et il y a tellement de conséquences en termes de santé mentale. Il y a énormément de suicides dans la communauté transgenre, il y a énormément de meurtres de personnes transgenres. Oui, c'est vrai, c'est des choses on parle peu. Voilà, et on en parle trop peu, et c'est vraiment très très grave, et c'est très inquiétant, notamment quand on voit par exemple des pays comme les États-Unis qui sont censés être le pays modèle de l'Occident, qui font des pas en arrière monumental, et j'ai vu tout à l'heure qu'au Royaume-Uni, pareil, le ministre de la Santé, je crois, qui veut interdire les transitions pour les personnes transgenres mineures. Ouais, il y a beaucoup eu ça, il y a eu ça un peu en Espagne aussi. Voilà. Et donc dans les pays occidentaux qu'on imagine avancés et bien développés, et en fait non, on restreint les libertés des personnes transgenres. La politique au Royaume-Uni qui veut interdire la transition hormonale pour les enfants transgenres au Royaume-Uni, elle a comparé ça à des thérapies de conversion. Ouais. Oui. Ils assimilent très vite. Ouais. Si vous pouvez vite fait dire c'est quoi thérapie de conversion. Les thérapies de conversion, c'est toutes les thérapies qui ont été mises en place par c'est souvent par des communautés religieuses pour soigner on met des énormes guillemets les personnes homosexuelles, genre par exemple. Et c'est souvent des violences psychologiques, physiques aussi, ça a déjà pu arriver, et il y en a encore en France même si c'est interdit, mais ça se produit encore, et ça se produit dans énormément de pays en Europe. Et c'est un vrai sujet. D'où la gravité des propos de la ministre anglaise de comparer les transitions hormonales à des thérapies de conversion, alors que pas du tout. Je trouve que cet argument de les regrets, c'est vraiment du bullshit total, parce que quand on regarde les chiffres, il y a moins de 1% de détransition. À quel prix on voudrait protéger ce moins de 1% ?
au prix du malheur des 99 autres %, quoi. C'est très très grave la désinformation là-dessus. Ils aiment trop parler de propagande LGBT, alors que c'est juste, alors que c'est juste de l'information et de la prévention justement pour protéger ces enfants-là et pour leur permettre de grandir heureux, tout simplement. C'est fou qu'on ait tellement de débats juste pour des personnes qui veulent être heureuses et être elles-mêmes, quoi. Et en quoi ça nous dérange? En quoi ça vous dérange, quoi? C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est vraiment de l'ordre de la vie privée. Bah oui, c'est ça. Vraiment une ingérence c'est vraiment de la vie privée. Après, nous, on en parle comme ça, alors qu'on n'est pas du tout concernés personnellement. Évidemment, c'est à prendre en compte parce qu'on parle des expériences de nos proches, de nos amis, et donc il y a une certaine distance à prendre avec nos propos personnels. Mais s'il n'y a pas assez de prise en compte, d'accompagnement, quoi. Ok, très bien. Pour amener un petit peu d'optimisme à la fin de ce débat, on va remarquer un progrès qui a quand même été fait dans la représentation au cinéma notamment. Il y a une étude du 7 novembre qui a été réalisée par la GLAAD, alors c'est Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, qui disait que les personnes LGBTQ+, représentaient 10,2% des rôles récurrents de séries télévisées à la télévision américaine, pas française. Et donc du coup c'était déjà énorme et c'est le plus grand taux qui a été atteint à ce moment-là. Donc, dernière petite question, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Moi, j'ai envie de dire oui. Oui. J'ai envie de... finissons sur un taux... Battre. Ouais, faut se battre. Oui, on est sur la bonne voie. On a des évolutions incroyables, en vrai. C'est fou. C'est dingue. En fait, il y a de plus en plus de représentation, il y a de plus en plus de prise en compte de nos identités, de nos combats, même si on a parlé des politiques qui font des gros pas en avant, si on change d'échelle et qu'on vient au niveau de la communauté, au niveau individuel des gens, nos communautés sont de plus en plus grandes et elles sont de plus en plus présentes et elles sont de plus en plus représentées. Et moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est en fait l'infinie bienveillance qu'il y a dans ces communautés et qu'on diffuse un peu partout et qu'on essaye qu'on se bat pour protéger. Non, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie. Évidemment, faut se battre, mais après, il y a eu des chiffres de violences homophobes qui ont grimpé ces 10 dernières décennies en France. Mais c'est là qu'il faut pas lâcher. Mais oui, on a cette chance de plus en plus de s'approcher d'une vie comme les autres. Et c'est parce que ça a marché. Et ça, c'est parce que d'autres personnes ont lutté pour nous. Bien sûr. Petit mot pour un peu de militantisme et d'activisme. Renseignez-vous sur l'histoire des prides, sur l'histoire de la transidentité à travers les époques et les civilisations, parce que ça a toujours existé. L'histoire queer, parce que on a toujours été là, en fait. Oui. On a toujours existé et il y a plein de... Il y a 10 ans. Non, spoiler. Et sur Spotify, il y a plein de podcasts hyper intéressants là-dessus qui parlent de l'histoire queer, etc. Mais si vous regardez l'histoire des prides, des premières prides, de comment ça s'est passé, de qui revendiquait, et même la force du drag, c'est la puissance du drag et tout ce que le drag a apporté à la communauté queer. Et ce qui t'apporte individuellement en tant qu'individu. Oui, bien sûr. Franchement, c'est hyper intéressant, hyper prenant et hyper touchant. C'est ça qui vous donne envie de continuer le combat. En remerciement à ceux qui nous ont précédés et les générations futures. On va maintenant passer à notre deuxième débat. On va parler du coming out. Donc faire son coming out est souvent une étape difficile qui peut être vécue très différemment par les personnes concernées. C'est souvent présenté comme une étape fondamentale, mais parfois ça a des conséquences néfastes, voire violentes pour les personnes. Ce qui est présenté comme quelque chose de naturel et légitime qui vise à permettre aux individus de ne plus se cacher, est en réalité parfois un poids pour les personnes concernées. Et si faire son coming out, c'est clamer son appartenance à une communauté et donc libérer sa parole, c'est aussi pour les personnes se mettre en position de vulnérabilité. Donc pour résumer très grossièrement, en gros, c'est le temps qu'on n'est pas cisgenre, hétéro, qui est la norme, et qu'on sort du cadre, il faudrait faire un coming out. Ou diadique aussi. Diadique, c'est quand tu corresponds à 100% aux génétiques mâles ou femelles. Bon, aussi la science est assez en retard sur les questions de genre, mais du coup les personnes intersexes, il y a 1,7% de la population, et ces personnes qui des fois ont des chromosomes XY, mais qui vont avoir un physique, on va dire féminin, une poitrine, un utérus. Voilà. Et c'est naturel aussi. Donc du coup, pour ces personnes qui sortiraient de ces codes, coming out, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans l'idée? Est-ce que ça devrait être nécessaire? Est-ce qu'il
faut le faire ou pas. Enfin, quel est votre avis? Alors non. Non. Évidemment. Après, je pense à l'époque de libération sexuelle, évidemment, c'est là où l'idée de coming out est arrivée. Parce que là, c'était nécessaire pour les personnes qui ne voulaient plus vivre cachées, parce que tu ne vivais que caché ou sinon c'était en souffrance. Et du coup, c'est justement cette libération qui a permis de vivre et de revendiquer tout ça et d'apporter beaucoup de progrès. Mais l'idée de la cause queer est quand même de vivre une vie comme tout le monde et du coup de ne pas être obligé de faire ou non son coming out. Dans mon cas, moi, je n'ai pas eu à faire de coming out explicite parce que j'avais déjà tenté de le faire à ma famille et ma famille est très ouverte. Je savais qu'il y aurait eu aucun problème, mais à chaque fois, avant de le dire, je m'imagine le dire, une montée d'angoisse et tout. Et c'est impressionnant parce que, genre, je savais qu'il n'y avait pas de problème, mais c'est comme inconsciemment, c'est comme si tu veux faire un truc et. Enfin, c'est comme si tu disais quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Comme tu disais, pas une maladie, tu te sens pas malade, mais c'est comme si t'annonçais quelque chose d'énorme. Exactement. Et ça, et du coup, je l'ai pas fait. Et au bout d'un moment, mes parents, ils ont compris. J'ai eu la chance qu'ils m'ont pas fait me le répéter. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, je pense qu'on a à peu près la même expérience là-dessus. Pareil, moi, j'ai pas fait de coming out, sonner les trompettes, oyez, oyez, écoutez-moi. Et j'ai aussi eu la chance d'être dans une famille très ouverte d'esprit. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu penses à l'idée de faire un coming out, en fait, je pense que nous aussi, on vit avec les histoires des personnes avant nous qui sont passées par des coming out, qui n'ont pas forcément été simples à vivre et qui ont été violents ou pas acceptés, etc. Mais je pense qu'en fait, cette histoire de coming out devrait être vécue de la même façon que je l'ai vécue avec mon père. C'est-à-dire que vraiment, on discutait d'un truc, je sais plus de quoi on discutait, et je sais pas, c'est venu dans la conversation, comme ça, et à un moment donné, mon père m'a dit mais parce que toi t'aimes les filles? Et j'ai dit bah oui. Et il m'a dit mais t'aimes les garçons aussi? Et j'étais là bah oui. Et on a juste continué notre conversation. C'est vraiment, c'est vraiment, c'était comme s'il me disait t'aimes les pistaches? Oui, mais j'aime aussi les oranges, quoi. Waouh. Genre, je pense que ça devrait avoir ce niveau-là d'intensité. Oui, parce qu'en fait, des caractéristiques comme une autre, et ça change pas totalement l'identité. Non, on est comme ça. Enfin, on en a peut-être pas conscience parce qu'évidemment, on vit dans une société hétéronormée. Mais c'est pas en se rendant compte, je sais pas, un jour je me suis réveillée en mode oh, je ne suis pas hétéro, et du jour au lendemain j'étais une personne différente. Non. Même plus simplement, c'est juste un jour tu tombes amoureux d'une personne, quoi. Oui. T'as des attirances pour une personne et enfin c'est tout, quoi. Oui, c'est vraiment aussi simple que ça, et je pense que ça devrait même pas être une question. Pour moi, j'ai envie qu'on arrive dans une société où la question du coming out soit même pas d'actualité, ou alors que les hétéros eux-mêmes aient à faire un coming out, tu vois, que ça arrive au même niveau. Oui, carrément. Enfin, que le terme de coming out n'existe plus. Oui, même. en fait. Et que quand un enfant naît, on parte pas sur le principe que, par exemple, c'est génétiquement une fille, donc ce sera une fille hétérosexuelle. Qu'on parte pas sur cette base-là. Parce que même si c'est une personne très ouverte, vu qu'on a été construit dans une société hétéronormée, on part sur ces principes-là, même sans s'en rendre compte. C'est la norme par défaut. Voilà, c'est ça. Carrément la norme par défaut, et c'est de ça qu'il faut sortir. Quelque chose aussi qui peut aussi beaucoup aider les personnes queer ou non, c'est juste au lieu de demander si t'as une fille en ce moment ou tu vois un garçon en ce moment, tu peux juste demander est-ce que t'as quelqu'un, est-ce qu'il y a une personne en ce moment. Enfin, en fait, dégenrer les relations, la vie amoureuse, au lieu de dire fille-garçon, parler de personne. Ça aide énormément. Ça aide énormément parce la que personne tu te sens pas forcé. Parce que sinon ça met un frein directement à la personne. Ouais, carrément. Et même des doutes. Du coup, on parlait un petit peu de comment les coming out peuvent être un peu reçus dans les familles ou dans les milieux proches en général. Du coup, j'ai une statistique sur ça qui m'a quand même beaucoup étonnée et en même temps, malheureusement non, je dirais ce que vous en pensez. Il y a 77% des personnes qui ont témoigné avoir des difficultés avec leurs proches concernant leur coming out et qui déclarent en avoir été totalement rejetées selon les statistiques de SOS Homophobie. Du coup, est-ce que vous pensez que parfois faire un coming out, c'est aussi prendre un énorme risque parce qu'on sait pas forcément comment ça va être reçu par la famille et donc une mise en danger finalement parce que tu peux être complètement rejeté ou harcelé. Bien sûr, enfin ça dépend des familles évidemment. Nous on a eu la chance de grandir dans des familles donc ouvertes comme on a dit tout à l'heure, mais il faut pas non plus négliger le fait qu'il y a encore beaucoup de familles où un coming out, encore des familles. Un coming out serait presque dangereux pour ta santé et ta sécurité, quoi. Ouais, et puis il y a encore trop de gamins qui sont virés de chez eux après un coming out, quoi. Donc
Oui, ça peut totalement être violent, c'est toujours actuel. Et d'autant plus, pour se sentir en sécurité, il y a le temps de se construire. Et aussi, si tu es dans une famille qui n'est pas très ouverte, ou même si tu ne le sais pas, il faut aussi laisser du temps de la personne de se construire. Et moi, je dirais de se rapprocher du milieu queer, qui a toute cette culture, cette bienveillance, cette avenance, parce que tout le monde a vécu des choses plus ou moins similaires, et tout le monde a eu des proches qui ont été rejetés par leur famille, qui n'ont pas eu de parents, qui ont été insultés pour ce qu'elles sont, qui ne sont pas compris, qui se sont voulus, qui ont culpabilisé, qui ont fait du mal aux autres par rapport à leur mal-être, et c'est tout un truc de culpabilité, un cercle vicieux de haine qui juste n'a pas à être là. Et c'est pour ça que aller au Pride, et les Prides c'est comme ça, parce que c'est juste, on a besoin de revendiquer, de chanter, de danser, de revendiquer dans la joie notre identité, quoi. Genre de la célébrer, en n'ayant pas peur, voilà, c'est ça, de la célébrer. En fait, c'est politique, parce que c'est clairement politique. Oui, ça découle de tout ça, même si on danse, mais c'est parce que c'est de la... Tant que le coming out aura un aspect dangereux, ce sera toujours politique. Ce sera toujours politique. Et un truc pour s'il y a des personnes pas out. Déjà, pour dire ce que c'est outer une personne. Outer une personne, c'est révéler son identité sexuelle sans son accord explicite. À des personnes qui seraient pas forcément au courant, donc ça c'est une violence inconsidérée qu'il ne faut absolument jamais faire. Le coming out n'est jamais une urgence. C'est pas parce que tu viens de réaliser que t'es lesbienne par exemple que dans une semaine il faut que tu le dises à ta famille. Tu peux faire ton coming out à 40 ans, à 12 ans, enfin quand tu te sens prêt et prête. C'est pas une urgence, c'est pas une obligation. Ce que disait Tadé aussi est hyper important, de se rapprocher des communautés queer, parce que c'est vrai qu'il y a un accueil et un soutien inconditionnel dans ces communautés. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand tu vis dans des petites villes, quand tu vis à la campagne. Les communautés queer sont pas forcément visibles et connues. Donc c'est vrai que là, gros point positif de bouger dans des grandes villes, c'est ça, que tu rencontres des communautés incroyables et de la diversité folle. Subitement, ton identité n'est plus une question, en fait, n'est plus un débat. Tu parles donc du coup que dans certains milieux, donc, je pense plutôt ruraux, ils sont très peu renseignés. On parle souvent du rôle de l'école, et donc notamment de l'éducation. Est-ce que l'école peut avoir quelque chose à jouer là-dedans, ou est-ce que c'est pas son rôle, étant donné que ça traite de la vie privée? L'école a totalement un rôle à jouer. Si justement il faut rester dans la scolarité et l'objectivité, enfin il y a eu des personnes queer, et le fait qu'on le dise pas, et même c'est pareil pour la représentation des femmes. On le dit pas, les femmes qui ont aidé et tout ça. Dans les programmes d'histoire, à mon sens, devraient être complètement revus et élargis, parce que les personnes queer, tout comme les femmes, ont été présentes depuis l'éternité en fait, c'est ça. Et ont eu un rôle à jouer monumental. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, plein de personnalités historiques qu'on connaît, et on sait pas qu'elles étaient queer, mais en fait elles l'étaient. Et je pense que c'est hyper important d'en parler dans les programmes d'histoire, et de parler aussi de la lutte LGBT+, et de tout ça, parce que déjà pour qu'on réalise l'importance que ça a. Vous le disiez tout à l'heure, c'est ça. Ça vient pas d'apparaître en fait. Et outre le fait de faire de la prévention à l'école, qui est pour moi essentiel, rien que d'intégrer dans les programmes scolaires des personnes queer comme une normalité, comme on le disait tout à l'heure. Et tu disais que c'est relatif à la sphère privée, etc. Mais en fait, je pense que se cacher derrière ça, c'est d'une hypocrisie aberrante, parce qu'en fait, il y a encore trop de familles qui ne peuvent pas apporter à leurs enfants cette éducation-là. Et du coup, c'est là que l'école a son rôle de donner une éducation égalitaire à tous les enfants. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut apprendre pour pas répéter les mêmes erreurs. C'est toute la question de la mémoire. C'est pour ça qu'il faut aborder tous ces thèmes, et je pense que maintenant on a SES au lycée. Ça, tu peux clairement aborder les thèmes de SES toujours dans un cadre objectif. Oui, on parle pas de créer totalement une matière qui c'est ça. Ça. En fait, ça peut juste l'intégrer dans toutes les matières. Ça fait partie de l'histoire, de la connaissance. Ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Ça fait partie de la réalité. Et en fait, ne pas en parler, c'est dénier cette réalité. Forcément, dénier une réalité quelconque a toujours un impact négatif. Donc du coup, pour revenir sur le coming out en lui-même, parfois il peut être aussi vu comme un acte politique, voire même militant, d'autant plus, je pense, quand c'est des personnalités publiques ou médiatiques. Et donc du coup, il y a notamment eu un peu un scandale sur une série, c'est Heartstopper, je sais pas si vous l'avez vu. Donc du coup, avec l'acteur Kit Connor, qui jouait, je cite, le rôle d'un charmant rugbyman populaire de l'école que tout le monde suppose être hétéro, mais qui finit par s'interroger sur son orientation sexuelle au moment où il se rapproche de son ami Charlie.
Et donc du coup, il y a eu en fait une grosse pression des fans pour qu'il fasse son coming out du coup. Et en fait, du coup, il a fini par le faire, mais tout en déplorant en fait que c'était une énorme pression qui lui avait été infligée et qu'il n'aurait pas voulu le faire comme ça. Je trouve ça très compliqué parce que, encore une fois, il est hors de question de forcer quelqu'un à faire son coming out. Ouais, enfin, c'est ce que Kit Connor a vécu est d'une violence inouïe et c'est vraiment pas du tout le but. Donc là, si par exemple on reprend ton exemple, en effet, le personnage a été joué par une personne bisexuelle, mais qui n'était pas out publiquement. La question, est-ce qu'il faudrait que cette personne soit out publiquement pour pouvoir jouer ce rôle ? C'est compliqué. Je pense qu'à ce moment-là, la question serait peut-être plus, est-ce que, pour rester dans la logique de la cause queer qui est juste de vivre une vie comme tout le monde, c'est-à-dire d'être libre ou pas de faire son coming out, d'assumer ou non publiquement qui on est, la question c'est est-ce qu'il faudrait peut-être genre juste caster des personnes qui sont out et peut-être que ça aboutira à un moment à une représentation assez forte qui permettra de plus en plus de libération et ainsi plus d'acteurs et d'actrices qui feront leur coming out, qui assumeront, qui n'auront plus besoin de s'assumer pour pouvoir représenter ces rôles et ces identités à travers le cinéma et la pop culture. Mais après, j'ai 2 trucs à rajouter. Je sais pas si vous vous souvenez du nom de cette actrice, c'est une actrice française. Elle parlait surtout notamment de la discrimination LGBT dans le milieu du cinéma. Et, qu'on lui avait pas proposé de rôle. Oui, c'est ça. C'est Muriel Robin. Muriel Robin, voilà. Et du coup, il y a cette problématique-là. Tout à fait. Et aussi avec ce que tu dis, Tadé, c'est que du coup, on rentre dans une dynamique de, pas de coming out forcé, mais en tant que personne queer, d'être obligé à un moment donné de sa vie de faire un coming out. Et ça me fait penser, notamment là, en actualité récente, il y a Billie Eilish notamment qui a été outée récemment. Et j'ai beaucoup raisonné avec ce qu'elle a dit après, c'était pourquoi je suis censée faire ça ? Pourquoi je serais obligée de faire un coming out officiel, enfin... Donc c'était au magazine Variety et en fait ils ont profité pour mettre en scène vraiment son coming out. Mais du coup cette question de coming out presque obligatoire quoi. Exactement. Il y a aussi, dans les débuts de la révolution sexuelle, aux années 60-70, c'est là qu'ont été créées beaucoup plus les cases où la personne s'identifie, elle sait qu'elle n'est pas seule, mais j'ai l'impression que notre génération, et c'était ça le but, et du coup ça fonctionne et ça évolue, elle se détache beaucoup plus de ces cases et a moins besoin de se revendiquer. En fait, c'est un peu ce paradoxe de... actuellement, donc avec notre génération, ce que tu dis, c'est de ce souci de représentation et du coup de revendiquer son identité queer. Et en même temps, je suis d'accord avec ce que tu as dit, qu'on arrive dans un moment où beaucoup de personnes dans la communauté queer se détachent des labels, des cases, etc. et qu'on ne se sent plus forcément obligé de revendiquer telle ou telle identité. Et du coup, tu as un espèce de paradoxe là-dessus, un peu compliqué, je trouve, à gérer, notamment pour les personnalités publiques. Ouais, pour cette question de représentation qui est vraiment hyper importante à mon sens. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y en avoir plus pour que ça se normalise ? Déjà, il y a un réel enjeu de représentation, notamment dans tous les milieux, que ce soit politique, scientifique, tous les milieux qui sont pas, on va dire, pas stéréotypés, un peu ouverts. Genre, par exemple, dans les milieux de l'art, il y a plus d'ouverture, et encore. Mais par exemple, le foot, le sport, la politique, etc., pour moi, c'est hyper important qu'on ait des coming out et qu'il y ait de la représentation pour que les plus jeunes générations puissent se projeter et puissent se dire, c'est possible. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, ça demande énormément de courage aux personnes qui font ces coming out. Moi, je dirais, si vous voulez militer et partager et rendre la cause plus forte, si vous avez le courage, dites-le, revendiquez-le sans vous mettre dans des cases. Mais c'est sûr que c'est ça qui va faire avancer. Oui, carrément. Même que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la famille, tout ça, de revendiquer son homosexualité librement et son identité librement et d'en être fier. Ça donne une image pour les plus jeunes, presque d'inspiration. Par exemple, j'essaye de vivre mon identité gay un maximum dans les réunions de famille, d'être visiblement pas dans les normes, pour notamment mes petits cousins et ma petite cousine, pour qu'ils se sentent libres d'explorer leurs identités et que ce soit pas un tabou, quoi, et de se poser pas en référente, mais en exemple. En exemple, ouais. Coming out est super important si vous en avez la force et le courage et la possibilité, et ça reste toujours un modèle pour les jeunes, et voilà. Super, merci pour ce beau message de fin.
Alors, on va donc arriver à la toute dernière partie du podcast. Est-ce que vous avez des petites recommandations à me Non. faire culturelles, Alors, tout ça Alors, on a décidé de vous faire des recommandations de nos De proches. drague Drague. et artistes. Trop bien. Alors, on Trop bien. conseille une nouvelle house avec des personnes incroyables. Oui. House, du coup, c'est une famille, on va dire, de drague qui font du drag et des performances ensemble et qui s'entraident et une communication ensemble, un peu comme une troupe. C'est la House of Évangélion, elle se situe à Rennes, mais on attend qu'elle fasse son tour de France. Renseignez-vous, Impatiemment. allez les voir et regardez Suivez-les leur travail. sur Instagram, suivez-les individuellement, notamment il y a Mister Spectra, Helium, la Fricadelle. Après il y a d'autres artistes drag sur Paris, Saphir Drag, Sinistra, Esther. Suivez les drags et allez à des drag shows parce que c'est vraiment des parenthèses de bonheur et de bienveillance qui sont géniaux. Et hors drag, suivez la marque de vêtements Algérie Paris, ALGIERI. Créateur queer. Créateur queer, donc c'est de la bunker couture, donc c'est un peu noir, un peu cuir, tout ça, c'est vraiment trop cool, inclusif et sustainable, voilà. Et un dernier point aussi pour la cause queer à travers le monde. Renseignez-vous sur le théâtre de la résistance typique de l'Amérique latine, où c'est du théâtre exclusivement sur des causes militantes. Et ça aborde notamment beaucoup la cause homosexuelle et de transidentité, parce que, par exemple, le Brésil est le pays où il y a eu le plus de meurtres de personnes trans. Et ça reste très intéressant et ça montre qu'on est tous unis et surtout qu'il faut se renseigner et toujours le dire, revendiquer, combattre. À chercher des adresses queer autour de vous. Bon, à Paris, il y en a plus évidemment, comme par exemple le bar Le Bonjour Madame, qui est un bar féministe, queer, qui est vraiment génial et allez-y parce qu'elles ont besoin de soutien. Elles font vraiment des boissons pas chères et c'est vraiment un endroit safe. Il y a aussi la librairie Violet & Co qui a réouverte récemment, qui est une librairie féministe, lesbienne. Cherchez autour de vous parce que on est là, on existe et c'est toujours cool de retrouver une communauté dans laquelle on se sent en sécurité. Parfait. On repart avec plein de bons conseils. Vraiment. Donc du coup, on peut conclure ce podcast. Merci beaucoup à vous pour vos témoignages et du coup de nous avoir dit un peu vos points de vue sur ces questions. Merci à de toi, nous avoir Célia. invités. Merci. Et donc voilà, donc on est du coup sur le dernier podcast de l'année 2023. Bravo Célia. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir fini avec vous, c'était vraiment super. Merci. Et n'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux et à donner vos retours. On s'excuse d'ailleurs pour les petits bruits peut-être de travaux qu'il y a derrière. Voilà, donc Sciences Po est en travaux depuis des décennies. On est désolé pour ça. Prenez soin de vous. Plein de bisous, plein de cœurs. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Bisous. Bisous.